Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. 12h31 à la salle de délibération de la mairie de Kaolack, où le conseil municipal est en train d'adopter le vote du budget pour l'exercice 2025. Mesdames et messieurs, veuillez nous excuser du retard accusé à la diffusion de ce journal. C'est l'heure de cette édition. Voici les titres. Le Premier des ministres a décliné son plan de rupture pour les 5 années à venir. Il est impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans notre pays, a déclaré Ousmane Sonko lors de son discours de déclaration de politique générale prononcé devant les parlementaires. Boom des motos-taxis après la sortie du PM sur les mesures strictes prises pour améliorer la sécurité routière. Le président de la Fédération des Jakartaman estime qu'il y a des rectificatifs Mamadou Mbodj que vous entendrez au courant de ce midi. Atelier de formation sur les compétences de la vie et les violences sexuelles. 32 jeunes filles formées à Kaolack pour renforcer leurs compétences. Sur l'international, l'ancien locataire de la White House entre 1977 et 1981 et chantre des droits de l'homme, Jimmy Carter, s'est éteint à l'âge de 100 ans. Prix Nobel de la paix en 2002. Et puis sport, le Sénégal ira défendre son titre après avoir validé son ticket pour le CHAN face au Libéria. Souleymane Diallo, que vous entendrez dans la page sportive. La revue du quotidien, dernière note de ce journal. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire. Le développement, c'est juste après ceci. Le journal Serigne Moussa Kane. Qui vous dit bonjour. Kodosek Keneme assure les opérations techniques lors de sa déclaration de politique générale qui a duré 2h15. Ousmane Sonko a détaillé les ruptures fondatrices sur lesquelles reposeront les politiques publiques durant les 5 années à venir. Les mesures prises incarnent un changement de paradigme dans la gouvernance et l'administration. Ces 8 derniers mois ont été également consacrés à un Sénégal ancré dans des valeurs fortes, qu'elles soient culturelles ou religieuses. Dans le domaine de la culture, nous avons renforcé les acquis culturels et engagé des réflexions pour le renouveau culturel du pays. Nous avons également répondu à une vieille doléance des artistes en adoptant en octobre 2024 un décret sur la rémunération de la copie privée. Nous avons aussi préservé, en l'achetant, la bibliothèque de l'ancien président Léopold Sédar Senghor qui avait été mise aux enchères. Dans le domaine religieux, nous avons créé une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe. Nous avons également assuré le soutien habituel aux principales manifestations des confréries religieuses musulmanes et de l'Église catholique. Nous avons continué de magnifier la belle communion des différentes composantes religieuses de la nation dans la tolérance et le respect mutuel. Enfin, dans le domaine de la presse, mon gouvernement a procédé à la restructuration du secteur des médias avec le retour à l'orthodoxie en matière de déclaration d'activité et le respect des préconisations légales et réglementaires. Ces constats et ce bilan d'étape non exhaustif, j'ai essayé de vous en épargner puisqu'il était beaucoup plus long, nous amène à constater l'exigence de poser des ruptures fortes. Des ruptures à poser, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés. L'état des lieux dressé sur ce dossier est particulièrement grave. Notre ambition de mettre le Sénégal sur une nouvelle trajectoire n'est pas compatible avec ces méthodes du passé. Là-dessus, nous avons reçu du peuple sénégalais un mandat clair, la rupture. Un changement profond de paradigme dans les politiques publiques s'impose, aussi bien dans le contenu que dans la méthode. Dans ce cadre, notre gouvernement a opté pour 7 ruptures majeures, dont les premières applications se sont traduites depuis le mois d'avril 2024 par des avancées concrètes et des réalisations tangibles. La première rupture, c'est la rupture de l'ambition. Nous sommes capables de nous développer et nous le ferons par nous-mêmes. L'histoire sur les 2 derniers siècles ferait d'exemples de nations qui ont su, en une à 2 générations, passer de la pauvreté absolue au développement, ou du tiers au premier monde, pour citer l'ancien premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew. Voilà l'ambition que nous avons pour notre pays. Pour cela, nous devons commencer par nous regarder autrement, pour croire en nous-mêmes. 3 siècles de traite, d'asservissement et de dépendance ont sournoisement diffusé un complexe du colonisé. Nous devons en sortir et inculquer à nos enfants une culture de fierté et d'ambition. Nous devons en outre sortir de la défiance mutuelle et voir l'avenir en confiance. Nous devons avoir une confiance paisible, mais inébranlable, en nous-mêmes et au génie de notre peuple. Confiance en nos compétences locales pour penser notre développement. Ministre Ousmane Sonko sur la deuxième rupture qui s'attaque frontalement à la logique d'urgence et de saupoudrage qui a marqué l'action publique. Le Premier ministre évoque une ribambelle de projets d'urgence parfois douteux qui ne répondent pas aux aspirations des citoyens. La seconde rupture est celle du passage d'une logique d'urgence et de saupoudrage à court terme à une logique de vision et de planification à long terme.
Si nous voulons être développés dans 1 à 2 générations, c'est maintenant qu'il faut définir ce que nous voulons devenir et commencer pas à pas, mandat après mandat, à poser les briques successives vers ce Sénégal de demain. Nos classes politiques ont pris l'habitude de faire miroiter des miracles d'ici la prochaine élection. Comme nous avons des élections tous les 2 à 5 ans, la vision et l'action sont focalisées sur le court terme et les trésors de ressources financières, humaines et de temps mobilisés de façon non coordonnée dans la recherche d'effets spectaculaires du jour au lendemain. Nous ont fatalement retombé, tel Sisyphe, au pied de la montagne, avec notre fardeau toujours plus lourd et nos forces toujours moins vives, de la vanité de nos efforts. Dès lors, en lieu et place d'une vision ambitieuse, construite progressivement et méthodiquement, nous voyons une ribambelle de projets, d'urgence parfois douteuses, qui poussent comme des champignons et évoluent au fil de l'actualité et des inaugurations sur catalogue. Au final, l'action publique se résume essentiellement à du saupoudrage. Elle mobilise le temps et l'énergie de nombreux acteurs. Elle coûte cher, mais a peu d'impact. Les citoyens n'en sont pas dupes. Au demeurant, même si les leviers d'action contre cette gabegie leur manquent, ne nous y trompons pas. En votant massivement pour le projet, c'est bien cette culture politicienne du saupoudrage de courte vue que les Sénégalais ont rejetée avec fracas. Ils savent que rien de solide pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants ne se fera sans une vision ambitieuse, une planification sérieuse et une exécution rigoureuse. Ainsi, en rupture avec cette culture, notre gouvernement définira de façon précise le Sénégal que nous voulons pour demain, non pas en nous confinant à 2 ans, 5 ans ou la prochaine élection, mais armés d'une vision à 25 ans qui nous permettent de nous attaquer de façon résolue aux batailles prioritaires pour sa mise en œuvre. Par ce moyen seulement, nous pourrons adopter des réponses sérieuses et durables aux aspirations des Sénégalais, en finalisant certaines, en initiant d'autres et passant le témoin de génération en génération, en nous étant assurés que les fondements solides sont en place et les jalons posés. Pour chacune de ces batailles, notre gouvernement communiquera de façon honnête, transparente et responsable avec les citoyens. L'obsession de la prochaine élection, les pressions politiques du moment ne doivent pas dévier les actions sur le court terme et produire des effets détournés dans la conduite de politique et de décisions qui exigent une vision à long terme. Ousmane Sonko, le premier des ministres devant les parlementaires, il sera l'invité de la rédaction. 12h37 à Darou Mardi. L'actualité régionale, nationale, c'est sur Alfayda FM 90.1. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce lundi 30 décembre 2024, l'info se poursuit sur la référence. L'Office national de lutte contre la fraude et la corruption, OFNAC, a partagé avec les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis les récents changements relatifs à l'élargissement de ses compétences de 3 à 7 ans. Salut Diop de l'OFNAC au micro de Bara Diop. Est déclarée journée internationale contre la corruption. L'OFNAC, en dehors de cette journée, organise avec une quinzaine nationale de lutte contre la corruption, c'est-à-dire du 9 au 21, une série d'activités sur l'étendue du territoire national. Comme on a organisé des activités un peu partout dans les régions, comme à Louga et à l'université de Bambay, nous sommes venus aujourd'hui à l'université pour parler de la criminalité économique et financière organisée par la faculté des sciences juridiques et politiques, l'UFR et JP, en collaboration avec le département privé, et le club Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le choix de l'université se justifie par plusieurs raisons. Dans un premier temps, qui parle d'université parle de jeunes. Aujourd'hui, du point de vue des statistiques, au Sénégal, 70% de la population a moins de 35 ans. Et cette couche de la population doit jouer un rôle très important en matière de lutte contre la corruption. Parce qu'en réalité, dans cette université-là, il y a des jeunes qui, dans 56 ans, seront à des postes de responsabilité. Ces jeunes-là ont besoin d'être sensibilisés, informés, éduqués sur les méfaits de la corruption pour qu'une fois qu'ils soient à des postes de responsabilité, ces vertus, ces valeurs et ces bonnes pratiques soient senties dans l'exercice de leurs responsabilités. Ce qui justifie en réalité, dans un premier temps, le choix de l'université. Un autre choix aussi, c'est compte tenu de la position stratégique de l'université, qui est le temple du savoir, qui est le milieu des intellectuels, non seulement des jeunes, mais aussi des enseignants-chercheurs, qui ont un rôle très important à jouer à la matière en termes de modules anti-corruption, en termes de production intellectuelle, par exemple des thèses, des mémoires, sur la lutte contre la corruption en réalité, pour mieux faire comprendre à la population le phénomène, c'est quoi ces manifestations, mais aussi contribuer à la lutte contre la corruption. C'est en réalité ce qui justifie notre présence ici à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et je précise, c'est pas la première fois que nous venions à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, c'est la 4e fois que nous venons à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Et aussi rappeler que l'OFNAC a signé une convention avec l'université Gaston Berger de Saint-Louis depuis 3 ans. Et je considère cette activité comme étant une loi 2012-28 décembre 2012. 9 février 2024, l'Assemblée nationale du Sénégal, à l'unanimité, a adopté la loi modifiant la loi 2012 à travers la loi 2004-06 du 9 février 2024. Cette loi, en réalité, apporte des innovations majeures à l'OFNAC, surtout dans le cadre des investigations. En ce qui concerne la prévention, ça se passe bien pour le moment.
temps. Bien vrai qu'il faut toujours faire de la sensibilisation, de la communication, des études et de la recherche. Mais le point d'Achille de l'OFNAC, c'est juste par rapport aux investigations. Et par rapport à cette nouvelle loi, en réalité, une des innovations majeures qui a été apportée par la loi de 2024, c'est la notion d'enrichissement ou bien l'infraction d'enrichissement illicite, jadis dédiée à la Cour de répression de l'enrichissement illicite, et aujourd'hui, une des prérogatives de l'Office national de lutte contre la corruption. La garde à vue aussi n'existait pas dans la loi de 2012, dans la loi de 2024, en donnant à l'OFNAC la possibilité d'avoir les prérogatives en matière d'enrichissement illicite. C'est cette institution aussi qui a la possibilité de mettre une personne en garde à vue sur les faits de fraude de corruption sur l'étendue du territoire national. Cette institution aussi a des enquêteurs aujourd'hui qui ont la qualité d'officier de police judiciaire, qui peuvent poser des actes de police judiciaire dans le cadre de leur investigation. Salou Diop de l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption OFNAC était à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Il réagissait au téléphone de Bara Diop. Après la sortie du Premier des ministres sur des mesures strictes prises pour améliorer la sécurité routière dans tout le pays sur les motocyclistes et autres usagers de deux roues, le secrétaire général de l'association des motos Jakarta, Ada Nyon, n'est pas en phase avec ces mesures prises. Voici sa réaction. Les mesures de l'État, vraiment, je regrette fort. Parce que je l'ai appris tout simplement sur les ventes extérieures. Les gens m'ont appelé pour me demander de quoi il s'agit. Donc, il y a le chef, le porte-parole du gouvernement qui a communiqué à l'endroit des conducteurs de mototaxi. Donc, moi, j'ai dit que bon, je ne suis pas au courant. Et je me suis renseigné à tout en avoir des informations sur ça, que Sonko a communiqué sur les règlements des mototaxis. En même temps, au CIMIT, il y avait un responsable des Tchak-Tchak du Nord, Aline Fad de Dakar, qui était dans un plateau avec un commissaire de Dakar qui a donné cette nouvelle pour dire que l'État a donné 3 mois pour régulariser les conducteurs de mototaxi ou de roues en général. Quel genre de régularisation? Parce qu'on avait siégé au niveau de Diamniadio. Avant Diamniadio, on avait une réunion avec le ministre sortant, El Malik, qui a dégagé les périmètres que nous devons passer pour régulariser tous les mototaxis. Donc c'était tout simplement d'avoir 6 mois ou 1 an de mutation gratuite. Ce qui a été fait comme ses précédents. Avec Abdoulaye Wade, il y avait 6 mois de gratuité pour les mutations. Avec Macky Sall, c'était comme ça. Donc lui ici, il a confirmé qu'il va faire 6 mois de mutation gratuite. Il va essayer aussi de voir quels moyens pour permettre à ses conducteurs d'avoir des permis de conduire. Donc on attend pour avoir le décret d'application, mais on devait un jour, on sort un communiqué pour dire que bon, donc il y a 3 mois de gratuité, etc. Sur quels 3 mois de gratuité? Et on ne sait pas, ça démarre quand et ça termine quand. On n'a pas d'écho sur ça en tant que responsable. Il faut que ces gens cessent. Nous ne sommes pas à ce niveau. J'ai entendu Aline Fall de Dakar. Aline Fall, il est le responsable de Tchak-Tchak de Dakar. Il n'est pas le responsable de Kaolack. Nous, en tant que conducteurs de mototaxi, nous avons une fédération dirigée par le président régional de Thiès. Je suis le secrétaire général, et y compris tous les présidents des régionaux. Donc, s'il y a lieu de communiquer à l'endroit des conducteurs de mototaxi, il y a des responsables prêts pour communiquer, c'est ça. Mais nous n'avons pas de cette information. Ada Nyon, le secrétaire général qui poursuit que l'État du Sénégal doit protéger le secteur informel. Il estime que le temps est trop court pour régulariser les motos Jakartaman. Réécoutons-le. Sonko, c'est lui qui doit remercier la jeunesse, parce que la jeunesse a battu pour Sonko. Et jusqu'à présent, nous n'avons rien vu du part de Sonko venant ou des conducteurs de mototaxi. Au contraire, il vient pour dire que voilà, je viens pour régulariser. Régulariser pour faire quoi? Nous ne sommes pas des moutons ou des chiens à tout moment. Nous ne sommes pas des moutons de panache ou à tout moment. Les gens viennent pour communiquer, dire que voilà, on va faire secteur. Nous n'accepterons pas. Nous sommes d'accord sur la régularisation des mototaxis, parce que c'est la bien des choses. Mais vient un jour pour dire que vraiment, je vais régulariser comme ça. Sur quel pied danser? Les conséquences sont énormes, surtout avec le Barça-Barsac. C'est le genre de situation qui cause ces jeunes de prendre le Barça-Barsac. Parce qu'on ne peut pas vraiment s'investir dans un domaine, dans le pays natal, tout simplement pour avoir un gagne-pain. Et à chaque fois, tu te rends compte avec d'énormes problèmes. Finalement, tu es obligé vraiment de vendre tous tes biens et de prendre le Barça-Barsac. Et ce qui est dans le secteur, c'est pareil aussi dans tous les secteurs où évolue la jeunesse. Que ce soit les garages mécaniciens, que ce soit les tailleurs, etc. L'État ne protège pas le travail des jeunes. Même si c'est un secteur informel, ils doivent savoir quels moyens et quelles voies utiliser vraiment pour remédier tous ces trucs-là. Le nouveau ministre là, on ne le connaît même pas. Et je crois que l'État, c'est la continuité. Et on avait dressé un calendrier exact pour mettre les points sur les i, en savoir les mutations, les permis de conduire, et l'identification, et le port des gilets, et le port des casques, etc. Tout ça, on avait dressé une liste et d'attendre le décret d'application. Mais on vient un jour pour dire que vraiment nous sommes à ce niveau, nous sommes prêts pour régulariser
mobiliser les mototaxis sur 3 mois, etc. Nous n'accepterons pas. Dans ces conditions, nous n'accepterons pas. Et je lance un appel à tous les conducteurs de mototaxis. Je ne parle pas de Kaolack, mais je parle au niveau du Sénégal. Il faut qu'on se mette ensemble. Pour le président de la Fédération des Jakartaman de Kaolack, Mamadou Mbouch, il y a des rectificatifs à faire, mais il lance un appel à ses camarades de savoir raison garder. Le Premier ministre a sorti un circulaire. Pour nous, ce qui nous concerne les deux roues, c'est le renforcement de capacité des deux roues et des usagers. Vraiment, nous jugeons que c'est nécessaire, mais il y a des points à rectifier. Et sur ce, nous demandons à ce que notre ministre de tutelle convoque l'Union nationale des associations des vélos taxis du Sénégal, qui détient les 13 présidents des 13 régions et les 36 présidents des 36 départements. Ils en ont leur mot à dire sur ce. Sinon, on risque vraiment d'amener des problèmes sur ce secteur. Et d'après ce que nous avons lu sur le circulaire, il y a des choses à rectifier. Effectivement, les conséquences, parce que aussi, quoi qu'on puisse dire, PM doit savoir que si tu prends presque, si je ne m'abuse pas, 60% des jeunes actifs sont dans le monde Jakarta. Et subitement, quand tu veux les éliminer sans autant leur trouver de l'emploi, ça posera un grand problème, surtout pour la jeunesse sénégalaise. Raison pour laquelle nous demandons au PM de bien revoir le circulaire et d'inviter les acteurs, les vrais acteurs, mais non pas ceux qui se répondent étant des acteurs et qui ne savent rien dans ce milieu. Et sur ce, nous avons un responsable de l'Union nationale des associations des vélos taxis du Sénégal, accompagné de son staff. Vraiment, nous souhaitons que le ministre du Transport le convie afin qu'on puisse discuter et trouver d'autres rectificatifs pour le circulaire. En fait, après avoir lu le circulaire, subitement, nous avons convoqué une réunion en ligne et vraiment, nous avons jugé nécessaire que nous allons faire une conférence de presse. Pour le moment, on n'a pas encore défini le lieu et la date, mais vraiment, nous tenons à le faire le plus rapidement possible. Ce que je lance comme message à l'endroit des taximans, c'est qu'ils n'ont qu'à garder la sérénité et qu'ils sachent aussi que nous sommes là pour eux. Et nous ferons de notre mieux pour tout faire afin que tout ce qui est un peu lourd pour nous sera allégé. Voilà, vraiment, c'est le dernier mot que je devais lancer et que je dois lancer à l'encontre des vélotaxis de Kaolack et du Sénégal du moins. Les militants du Parti libéralisme social sénégalais ont lancé un appel en faveur de la libération de leur leader Samuel Ahmed Sarr en conférence de presse. Samba Sadji, il est le coordonnateur du L2S à Kaolack. Comme pour dire que nul n'est prophète chez soi, car Samuel a une dimension internationale. Nous sommes tous ici pour soutenir, supporter notre frère, notre ami, notre bienfaiteur, le fervent talibé de Serigne Saliou, Samuel Ahmed Sarr, qui est victime d'une injustice. Libérer Samuel Ahmed Sarr, comme l'a si bien dit les jeunes qui sont là, un pilier de l'énergie et du développement africain. La cellule panafricaine de communication du libéralisme social sénégalais, LSS, exprime son indignation face à l'arrestation arbitraire de Samuel Ahmed Sarr, un entrepreneur visionnaire, ancien ministre de l'énergie du Sénégal de 2007 à 2012 et acteur clé dans la transformation énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Cette arrestation constitue un recul démocratique grave et une menace pour le développement économique et énergétique du Sénégal. Samuel Sarr, un visionnaire au service de l'Afrique. Samuel Sarr est une figure emblématique du secteur énergétique africain. Grâce à son expertise et sa capacité de mobilisation, il a su développer des projets structurants qui ont marqué durablement l'économie sénégalaise. Une reconnaissance pleine et entière du rôle de Samuel Sarr dans la construction d'un avenir énergétique durable pour le Sénégal. Une vision pour l'Afrique. Samuel Sarr incarne une vision innovante et ambitieuse pour le continent africain, en encourageant les jeunes à dépasser les intérêts personnels au profit du développement collectif. Il est urgent de protéger les leaders qui, comme lui, bâtissent l'avenir de l'Afrique avec courage et détermination. Ensemble, protégeons la souveraineté énergétique et économique du Sénégal. Libérez Samuel Sarr, libérez Samuel Sarr, libérez Samuel Sarr. Vous suivez le journal. Sur Alfayda FM, la radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Un atelier de formation sur les compétences pour la vie et les violences sexuelles. 32 jeunes filles ont été formées afin de renforcer leur reconnaissance sur les différentes formes de violences sexuelles. Ndeye Ndjilane Faye, présidente de l'ADS, au micro de Cheikh Tidiane Diagne. Nous avons convoqué cet atelier de formation de 32 jeunes filles des collèges des quartiers périphériques de Kaolack sur les compétences pour la vie et les violences sexuelles afin de renforcer leur autonomie. Donc nous avons remarqué que les jeunes filles sont plus victimes des violences sexuelles et pour les rendre autonomes,
autonomes, leur permettre d'avoir les connaissances et les compétences. On a essayé de les regrouper aujourd'hui afin de renforcer leurs connaissances sur les différentes formes de violences sexuelles qui existent, d'identifier les ressources qui sont disponibles au niveau local, mais également de pouvoir se préserver face à ça. Le message que nous donnons aux parents, c'est souvent et c'est toujours mettre la communication, de privilégier la communication avec leurs enfants, parce que s'ils ne font pas, l'Internet est là et c'est quand même des choses qui peuvent vraiment nuire à leurs enfants. Donc nous souhaitons et nous demandons aux parents de communiquer le plus souvent avec leurs filles, surtout avec les filles, afin de leur donner les informations dont elles ont besoin, mais aussi afin de les rendre beaucoup plus autonomes face à la violence. On est dans les collèges d'enseignement moyen, donc c'est des élèves qui sont âgés de 12 jusqu'à 15 ans maximum. Et donc on a pris des élèves qui sont dans deux niveaux différents, le niveau de la 6e, 5e et le niveau de la 4e, afin qu'elles puissent pouvoir faire la démultiplication avec leur père au niveau des collèges d'où elles sont issues. D'avoir des filles beaucoup plus informées, d'avoir des filles beaucoup plus conscientes du danger que représente la violence pour elles et pour leur avenir, mais également d'avoir des filles beaucoup plus fortes pour affronter les aléas de la vie, aussi bien au niveau scolaire, mais au niveau professionnel et au niveau de la vie. À l'instant, la présidente de l'AEDES, Ndeye Ngilane Faye, Amina Cham, chargée du genre à l'IA de Kaolack, a plaidé pour un climat social dans les établissements. C'est dans le cadre d'un partenariat avec le DGD. Plus de 100 élèves étaient présents pour la lutte contre les violences sexuelles en milieu scolaire. Avec le projet DGD, on est dans le cadre d'un partenariat pour impliquer nos établissements et nos élèves et pour lutter contre les violences basées sur le genre. On a constaté qu'actuellement, les violences basées sur le genre constituent un fléau qui gangrène nos établissements et de façon particulière, mais la société de façon générale. Et donc, ça a été l'occasion pour nous, quand le projet est venu nous voir, ça a été l'occasion pour nous de partager nos objectifs. Ça a été l'occasion pour nous de prendre une ligne directrice qui nous permettra au moins, je ne dirais pas d'éradiquer à 100% les violences basées sur le genre, mais au moins de freiner ou bien de limiter au moins les cas de violence dans nos établissements. Parce qu'on a constaté qu'actuellement, que ce soit les élèves, les enseignants, le corps professoral, toutes les personnes qui gravitent autour de l'établissement sont par moment soit victimes de violence ou bien acteurs de violence. Et ça, c'est pas quelque chose qui est lié au fonctionnement de l'établissement. Parce qu'au niveau établissement, ce qui est recherché, c'est la pédagogie, c'est les enseignements apprentissage. Mais si on constate qu'il y a d'autres phénomènes qui sévissent au niveau des établissements, vraiment, ça va être l'occasion pour nous de réagir et d'essayer de voir comment faire pour que cet élément nouveau qui gangrène nos établissements soit, si on ne peut pas l'éradiquer à 100%, au moins que ça soit limité, au moins que les élèves ne soient pas victimes de ça, au moins qu'il y ait un climat social apaisé dans nos établissements. Donc c'est la raison pour laquelle on a été vraiment ravis de travailler avec DGD parce que ça répond à nos objectifs et vraiment ça a été une collaboration franche et qui commence à apporter ses fruits. Aujourd'hui, on est dans cette salle avec plus de 100 élèves qui ont eu à subir les formations au niveau des établissements, au niveau des CEDEPS. Et actuellement, dans cette salle-là, on constate que c'est des élèves qui sont engagés, c'est des élèves qui sont très réceptifs par rapport à ce qui est dit, c'est des élèves qui comprennent les enjeux de leur avenir et je pense, à mon avis, qu'ils vont prendre en considération ce qui a été dit dans cette salle et qu'on puisse, au fil des années, opérer un changement positif par rapport à leur comportement. Violence basée sur le genre. À l'instant, Amina Cham, chargée du genre à l'IA de Kaolack, réagissait au micro d'Alune Badara Diop. L'ambassadrice de DGD, Tako Cham, revient sur la mise en place des techniques de sauvegarde. Elle demande aux jeunes champions of change et les jeunes du comité consultatif soient des porteurs de voix. On peut retenir aujourd'hui qu'on est là pour renforcer les jeunes filles comme garçons sur les habits et les violences faites aux enfants, mais aussi sur l'égalité de genre. Parce qu'il est le cible du programme DGD. Donc si vous remarquez bien, les jeunes de 10 à 24 ans sont plus faciles de parler, mais aussi ils sont faciles à conscientiser par rapport aux jeunes de 25 ans ou plus. Donc c'est pour conscientiser ces jeunes-là, mais aussi pour leur faire savoir que demain, ils seront les bonnes volontés, voilà, ils seront l'avenir de demain, ainsi dans la région de Kaolack et dans la région de Thiès. À Kaolack sur les établissements, mais aussi avec les champions of change. Je veux dire les communes, les 16 communes départements de Kaolack, mais aussi les 11 communes à la région de Thiès.
Ah oui, c'est désolant. Mais plan international, en partenariat avec le plan Belgique, IMCA, APROFES, les partenaires de mise en œuvre, ont mis en place des techniques de sauvegarde. Par exemple, des signalements s'il y a un mariage forcé, un mariage d'enfant, une grossesse précoce qui n'est pas consentie, qu'on n'a pas le consentement du jeune. Donc là, ils peuvent le signaler au niveau de plan ou au niveau de l'APROFES ou IMCA. Comme ça, nous, on va prendre nos devances et gérer cette situation. On sent que la jeunesse, les jeunes champions of change, ainsi que les jeunes du comité consultatif, soient des porteurs de voix, des porteurs de projets. Tout ce qu'ils apprennent là, dans cette salle-là, dès qu'ils sortent dans leur commune, ils font la démultiplication, le départage. Donc c'est ce qu'on attend d'eux, des dialogues communautaires et des émissions en ligne, des émissions de radio, ainsi de suite. Donc c'est ce qu'on attend pour qu'ils puissent faire la départage de ce qu'on vient de faire. Tako Cham, l'ambassadrice de DGD, sur la mise en place des techniques de sauvegarde. Il y avait de l'émotion à l'air dans l'enceinte de l'hôpital El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack à l'occasion de la remise des cadeaux aux enfants du personnel et des enfants hospitalisés. Le directeur de l'hôpital, Dr Ousmane Gueye, se dit très satisfait. Une impression de satisfaction d'avoir eu l'occasion de partager avec les travailleurs et leurs familles. Je pense que nous passons le plus clair de notre temps ici au niveau de l'hôpital. Donc c'est une occasion aussi pour que les enfants, les épouses, les époux comprennent ce que nous sommes en train de faire. Que s'ils ne nous voient pas à la maison, c'est parce que nous sommes en train de travailler pour faire avancer l'hôpital. Donc vraiment c'était une belle occasion pour nous, une belle fête. Il nous a permis de reconnaître les visages des enfants de nos collaborateurs. Bon, en tout cas, il y en a une centaine, à ma connaissance, qui bénéficieront de cadeaux aujourd'hui. Et ça leur donne de la joie. Et je pense que cette joie peut nous aider, par la grâce de Dieu, à faire avancer cet hôpital, nous tous. Depuis notre arrivée, nous sommes en train d'évaluer vraiment les pratiques, d'évaluer un petit peu toutes les difficultés inhérentes au fonctionnement de l'hôpital. Vous n'ignorez pas que les hôpitaux ont d'énormes difficultés. Parfois, nous voyons facilement du personnel qui sont dans nos locaux pendant des années, parfois même des dizaines d'années, avec un statut précaire. Ça a été un problème majeur pour nous. Donc nous avons rencontré tout le monde pour réfléchir ensemble, mettre en place des commissions qui ont travaillé en vue de régler ces difficultés-là. Donc je pense que ce sera tôt pour moi de dresser un bilan. Mais nous savons que nous sommes, en tant que médecins, en train de poser un bon diagnostic. Et nous sommes en train de réfléchir ensemble pour trouver les traitements nécessaires. Et Inch'Allah, d'ici 1 an, 2 ans, quand nous reviendrons ici devant ces caméras, nous pourrons fièrement, par la grâce de Dieu, vous présenter un bilan qui, je l'espère, sera reluisant. Il y a de belles perspectives parce que déjà, nous allons soumettre au conseil d'administration des propositions, des projets pour améliorer les contrats des travailleurs. Certains travailleurs n'avaient pas de contrat en bonne et due forme, donc nous avons travaillé là-dessus. Un bon lot va passer CDI, une cohorte de 23 minimum. Des stagiaires rémunérés vont passer au stade de CDD. Voilà pour 2025 ce que nous comptons faire, mais aussi faire revenir l'équité en donnant aux responsables qui ne bénéficiaient pas de par leur action, de par leur responsabilité d'un accompagnement. Nous travaillerons à leur donner cette année en tout cas des avantages liés à cette fonction et liés à ce que nous attendons d'eux. Actualité internationale. 12h57, 5h de moins à New York City. L'ancien locataire de la White House entre 1977 et 1981 et chanteur des droits de l'homme, Jimmy Carter, s'est éteint à l'âge de 100 ans, prix Nobel de la paix en 2002. C'est une série de brèves réalisées par nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Ici aux États-Unis, l'ancien président Jimmy Carter, lauréat du prix Nobel de la paix, qui a dirigé la nation de 1977 à 1981, est décédé à l'âge de 100 ans. L'annonce a été faite dimanche par sa fondation. Actualité internationale. Les États-Unis observeront le 9 janvier une journée de deuil national en l'honneur de l'ex-président Jimmy Carter, a annoncé la Maison-Blanche. J'appelle le peuple américain à se rassembler ce jour-là dans leurs lieux de culte respectifs afin de rendre hommage à la mémoire du président James Earl Carter Jr. J'invite ceux qui dans le monde partagent notre peine à se joindre à nous dans cette commémoration solennelle, a déclaré le président sortant Joe Biden dans un décret mis en ligne dimanche soir. Actualité internationale. Au moins 66 personnes sont mortes à la suite d'un accident de la route dans le sud de l'Éthiopie, a annoncé dimanche l'autorité sanitaire locale. Le bureau de la santé de l'État de Sidama a déclaré qu'un accident de la route avait coûté la vie à 66 personnes jusqu'à présent, sans donner plus de détails. Il a ajouté que 4 personnes étaient soignées à l'hôpital général de Bona. Le bureau a exprimé ses condoléances aux victimes de l'accident et a déclaré que plus d'amples informations seraient communiquées dès qu'il les recevrait. La région de Sidama est située à environ 300 km au sud de la capitale Addis Abeba. Actualité
internationale. Au Soudan, le gouvernement a rejeté dimanche un rapport soutenu par les Nations Unies. Un rapport qui détermine que la famine s'est propagée dans 5 régions de ce pays déchiré par la guerre. Actualité internationale. En Corée du Sud, le crash d'un avion de ligne à son atterrissage, vraisemblablement après une collision avec des oiseaux, a fait 179 morts dimanche. 2 membres de l'équipage ont miraculeusement survécu à cette catastrophe aérienne, la pire de l'histoire du pays. Actualité internationale. L'organisation d'élections en Syrie pourrait nécessiter jusqu'à 4 ans, a déclaré dimanche le nouveau dirigeant du pays, Ahmed Al-Shareh, lors d'un entretien avec la chaîne saoudienne Al Arabiya. Le processus électoral pourrait prendre 4 ans, a affirmé le chef du groupe islamiste qui dirige la coalition ayant renversé Bachar al-Assad le 8 décembre. Il a ajouté qu'il serait nécessaire de réécrire la constitution, une tâche qui pourrait prendre 2 ou 3 ans selon lui. Toujours en Syrie, près de 300 personnes ont été arrêtées en quelques jours par les forces de sécurité des nouvelles autorités. Ces arrestations ont lieu dans le cadre d'opérations de sécurité contre les milices de Bachar al-Assad. Actualité internationale. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, âgé de 75 ans, a subi avec succès une ablation de la prostate dimanche et va bien, selon l'hôpital qui le soigne. Le premier ministre s'est réveillé de l'anesthésie et va bien. Il a été transféré dans l'unité de réveil et restera sous observation dans les prochains jours, a déclaré le centre médical Adassa dans un communiqué. Et sport. Côte de Sec, Kélémé, une page sportive que nous ouvrons avec le deuxième et dernier tour des éliminatoires du CHAN joué ce week-end. Cameroun a été battu et éliminé par la République centrafricaine. C'est le score 2-1. Rwanda qui bat le Soudan du Sud 2-1. Angola s'incline devant les États 0-1. Nigeria bat le Ghana 3-1. Le Sénégal bat le Libéria 3-0 et décroche son ticket. Coach Souleymane Diallo, que je vous propose d'écouter à la fin de cette rencontre. Permettez-moi d'abord de remercier les garçons qui ont fait un match très abouti. Le plus important dans tout ça, c'est qu'ils ont extériorisé ce dont on a travaillé à l'entraînement, en quoi faisant dès l'entame du match mettre une petite pression à l'adversaire. Et cette pression est sanctionnée effectivement par un but matinal. Donc nous, en tant qu'enseignants et en tant qu'entraîneurs, souvent nous aimions bien que les choses données en amont soient extériorisées. Et lorsque cela est fait, vraiment nous étions très satisfaits. Je pense que la victoire, c'est la victoire des garçons qui ont vraiment voulu gagner ce match-là. Donc je les encourage. Dans l'ensemble, ça a été un match très abouti. Les consignes ont été respectées, donc c'est un élément de satisfaction. C'est vrai que c'est un match qui a, surtout les doubles confrontations, ont fait l'objet de beaucoup de travail, surtout sur le plan tactique. Donc beaucoup de réflexions ont été menées pour pouvoir jouer ces 2 matchs-là. Donc on s'était dit effectivement, il y a 6 points en jeu. Si on prend 4 points sur les 6, probablement on va se qualifier. Et maintenant, si on fait un autre résultat différent des 3 points, il suffit juste de prendre le point et de venir travailler chez nous et de bonifier ce point-là. Et je pense que les garçons l'ont fait et avec un très bon état d'esprit. Et j'ai trouvé une équipe très engagée, une équipe prête effectivement à mettre en relief les consignes qui ont été données en amont. Des garçons très réceptifs. Souleymane Diallo, à la fin de la rencontre Sénégal-Libéria qui s'est jouée au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, il s'est soldé sur le score de 3-0 avec un doublé de 6. Le Sénégal justement s'est qualifié à toutes les compétitions continentales de 2025, CAN U15, CAN U17, CAN U20, CHAN, CAN féminine et CAN masculine. Football féminin, 4e journée D1. KFC a été battu par Jok 2-1. AS Bambey qui écrase Amazon de Grand Yoff 3-0. Aigle de Medina, Lamine Koumaré Sédhiou 4-0. Dorade de Bourg s'incline lourdement devant le Casa Sport 1-4 et USPA perd devant Dakar Sacré-Cœur 0-2. En Europe, 19e journée de la Ligue de la Prime League en Angleterre. Aston Villa reçoit Brighton à 19h45. Ipswich Town reçoit Chelsea. Man United reçoit Newcastle à 20h.
18e journée calcio italien, comme reçoit Lecce à 17h30 et Bologne reçoit Hellas Vérone à 19h45. Basketball pour terminer. Le tournoi international U16 de basket a été bouclé hier. Les Lioncelles du Sénégal sont sacrées championnes en dominant en finale la Guinée 40-19. 13h34 minutes. Tout de suite, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction. Il s'agit de Ousmane Sonko, le premier des ministres, qui a décliné de son plan de rupture pour les 5 années à venir. Il est impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans notre pays. C'est maintenant qu'il faut redonner au plan son rôle et sa dimension djaïste au sens du président Mamadou Dia. Ainsi, l'agenda national de transformation, désormais unique référentiel de nos politiques publiques, élaboré en seulement 6 mois, entièrement par des compétences nationales, sera opérationnalisé à travers un master plan de 10 ans qui déterminera les choix de politique sectorielle et un plan d'action quinquennal qui encadrera rigoureusement la programmation et l'exécution budgétaire. La troisième rupture est celle d'une logique de dépense à une logique de résultat. Le sentiment largement diffusé aujourd'hui, c'est que l'impact d'une activité se mesure au montant dépensé. Il y a toujours des inondations. Pourtant, nous avons dépensé des milliards. L'agriculture sénégalaise va mal, mais non. Regardez tout ce qu'on a dépensé en subventions et en machines. Cette culture apparaît dans toute l'ironie de sa splendeur lorsqu'on présente un budget de 7 000 milliards comme une prouesse. Ce qui compte, ce n'est pas de dépenser des milliards, c'est de bien dépenser ces milliards pour changer dans les faits et pour le mieux la vie de chaque Sénégalais. Ainsi, notre gouvernement travaillera à réorienter notre administration vers une culture de résultats. Notre priorité, ce ne sera plus combien de milliards ont été dépensés, mais bien l'impact relatif de chaque franc dépensé. Nous allons bâtir un État sénégalais capable, avec moins, de faire mieux. Du reste, cette logique du résultat et de l'impact ne sera pas seulement valable pour les dépenses issues de nos ressources publiques, elle le sera tout autant pour les ressources issues de nos partenaires au développement. À cet effet, nous avons commencé à mettre en place un nouveau dispositif d'identification et de sélection des investissements publics, en évitant d'engager des opérations d'investissement que le secteur privé pourrait et devrait réaliser. Dans cette perspective, la politique de partenariat de type public-privé sera repensée pour corriger les déséquilibres et imperfections constatés au cours de la dernière décennie. Une attention particulière sera apportée aux coûts unitaires en redéfinissant la politique de commande publique et en retenant partout des prix de référence. La qualité des ouvrages et les délais de livraison de la commande publique deviendront des normes que tout contractant devra respecter. Par-dessus tout, la transparence devra être de rigueur dans le choix des entreprises contractantes qui devront remplir toutes les exigences de qualification et d'expérience requises. La quatrième rupture est celle d'une logique de gestion partisane à une logique de participation citoyenne. Notre ambition pour le Sénégal ne peut réussir sans une adhésion durable des populations et sans la participation de tous à la construction commune d'un Sénégal nouveau. En votant pour le projet, les Sénégalais ont également rejeté cette façon de faire de la politique, où l'on proclame la main sur le cœur que la patrie viendra avant le parti et où chaque acte posé démontre le contraire. Nous ne voulons plus d'une gestion du pays qui se résume à la gestion partisane d'une clientèle politique. Nous ne voulons plus d'un pays où les richesses sont accaparées par un clan. Nous voulons au contraire un pays où les ressources du pays sont gérées au profit de tous et où le mérite est plus important que l'appartenance familiale, ethnique ou politique. La cinquième rupture consacre le passage d'une gestion centralisée à outrance à une logique de gestion déconcentrée, une logique, disons, territorialisée. En effet, notre ambition pour le Sénégal ne pourra être réalisée sans une gestion plus proche des territoires. Faire reculer le centralisme au profit de la gestion de proximité. Notre action sera dès lors de procéder à de profondes réformes en matière de décentralisation, de fiscalité et de gestion budgétaire, entre autres, afin de libérer le potentiel de nos terroirs. Au sein de ces pôles, les villes épicentres seront au cœur de la nouvelle stratégie. Elles bénéficieront d'investissements conséquents en matière d'eau et d'assainissement, d'électrification, de gestion des déchets, d'infrastructures de transport et numérique, et j'en passe. Dans la même foulée, la décentralisation sera approfondie en renforçant les compétences, les capacités et les moyens financiers des collectivités territoriales. La charte de la déconcentration sera intégralement mise en œuvre afin de rapprocher l'administration des usagers du service public. La sixième rupture consiste à bannir la logique d'accaparement au profit d'une minorité, au profit d'une logique d'équité et de justice. La reddition des comptes, puisque c'est de là qu'il s'agit, ne doit plus être perçue comme une exception aux règles de gestion de la chose publique, mais plutôt comme un principe de transparence et une exigence de gouvernance. Nous nous inscrirons dans ce cadre, aussi bien pour l'audit
de l'utilisation des fonds publics antérieurement à notre arrivée au pouvoir que pour la gestion des affaires publiques durant les années de notre gouvernance. L'État veillera à ce que les structures de contrôle et les juridictions compétentes puissent exercer leurs missions respectives conformément aux lois et règlements, mais également en application des principes de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence. Nous mettrons ainsi en œuvre les conclusions des assises de la justice ayant fait l'objet de consensus et poursuivrons les consultations et le dialogue pour bâtir un pacte social durable. Nul ne pourra désormais se prévaloir d'une proximité partisane pour accéder à des faveurs indues ou se protéger de sanctions méritées. Chaque talent national sera promis en ne tenant compte ni de son origine, ni de sa religion, ni de son appartenance. Enfin, la 7e rupture implique le passage d'une administration bureaucratique à une administration moderne et performante. L'administration doit être le fer de lance de la conduite du changement auquel nous invite le chef de l'État. Elle sera plus attentive et orientée vers la satisfaction de l'usager. Le clientélisme y sera aboli, conformément à l'invite du chef de l'État aux agents de l'administration. Chaque agent de l'État, à quelque niveau qu'il soit, devra faire sien le nouveau paradigme d'une administration performante et moderne. À cet effet, le gouvernement engagera les réformes idoines pour doter les services administratifs de capacités humaines qualifiées et motivées, ainsi que des moyens de fonctionnement liés. La revue de presse. L'Obs place le soleil sur quotidien Walf le matin. La presse des jours lue et parcourue en 3 minutes 14 par Ndeye Fatou Cissé. Aliou Ndaw Ramatoulaye Bodian Yunkar John Amadou Ba numéro 2 Rocky Ndiaye Mohamed Aïb Dafé Daba Wanyan Abdou Mbow les membres titulaires de la haute cour de justice avec comme suppléant Samba Dang Oulimata Sidibé El Hadji Tambedou Fatou Diop Cissé Mouramani Diakité Marie-Hélène Diouf Maya Bembay Fatou Sow à sa une ce matin. Rewmi Quotidien avec qui nous ouvrons cette revue des titres à la une des journaux sénégalais parus ce matin liste ainsi les membres de cette cour logés à l'Assemblée nationale avec des prérogatives pour juger, accuser. Levez-vous barre à ce propos à sa une. Le journal La traque des délinquants lancée écrit l'Indépendant. La traque en ligne de mire renchérit Sud Quotidien. À la une de l'Observateur, le Premier ministre Ousmane Sonko qui montre, je cite, la voie aux membres de la Haute Cour de justice suite à leur installation. Des membres qui ont compris leur mission si on en croit au propos de Amadou Ba. À la une du quotidien Yor, il n'y a pas une volonté de chasse à l'homme, mais de rendre justice. Et au-delà du projet de rendre justice à travers l'installation d'une haute cour de justice au Sénégal, le grand panel y voit, lui, une promesse électorale en quête de légitimité. Et puis à l'Assemblée nationale également ce matin, les journaux sénégalais reviennent largement sur l'adoption de la loi des finances. Sans débat, note le quotidien qui relève que Ousmane Sonko a envoyé une lettre à l'Assemblée nationale pour engager la responsabilité du gouvernement. Et puis l'autre sujet à la une de la presse écrite de ce matin, c'est la vente présumée de la résidence du président de l'Assemblée nationale, Abdou Mbow, dément Sonko et parle de troc entre l'État et un particulier pour la construction d'un lycée à Yoff, relate ce matin Vox Populi. Indemnisation des victimes des violences politiques de 2021 à 2024, les zones d'ombre et les politiques titre révélation qui fait mention à une nébuleuse autour de 120 millions francs CFA déjà dégagés. Le Forum civil exige des éclaircissements, ajoute le journal qui s'interroge sur les critères qui sous-tendent le choix des bénéficiaires. Et puis s'intéressant à la révision de la loi portant amnistie, le mandat sans équivoque parle d'un couteau à double tranchant. Reconfiguration de l'arène politique sénégalaise, Macky en retraite annonce ce matin dans une exclamation. L'informateur qui indique l'APR court tout droit vers une nouvelle direction restreinte. Gestion, organisation, manque d'implication des anciens athlètes pour les Jeux olympiques de la jeunesse 2026. À la une de l'AS, les précisions de Diagne Diagne, le président du comité national olympique et sportif qui remet les pendules à l'heure dit la publication. Il recadre, Barthes précise l'info. À la une de Libération, l'affaire des caméras incrustées dans des chambres et appartements meublés, tout sur une affaire d'espionnage sexuel en masse, titre à ce propos le journal. Et voilà que nous terminons cette revue des titres à la une des quotidiens sénégalais parus ce matin en jetant notre regard à l'apparition de 2 minutes pour lire l'essentiel qui agnore du RIP dans la région de Kaolack. Annonce que le stade municipal a été baptisé Moustapha Ba Bosquier. Alfayda FM 90.1. C'est la fin de cette édition. Merci à Kodoussek Keneme qui en a assuré la partie technique.
La rédaction en chef a été assurée par Ella Ibrahima Gaye. Était devant ce micro, Serigne Moussa Kane. Le Premier ministre a décliné son plan de rupture pour les 5 années à venir. Il est impératif d'une portée jamais vue dans notre pays, a déclaré Ousmane Sonko lors de son discours de déclaration de politique générale prononcé devant les parlementaires. Boom des motos Jakarta après la sortie des autorités sur les mesures strictes prises pour améliorer la sécurité routière. Le président de la Fédération de Jakartaman estime qu'il y a des rectificatifs. Mamadou Mbouch, que vous avez entendu au courant de ce midi. Un atelier de formation sur les compétences de la vie et les violences sexuelles. 32 jeunes filles ont été formées à Kaolack pour renforcer leurs compétences. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue du quotidien qui ont mis un terme à ce 12h. Puis l'invité de la rédaction. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite de programme sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.